la police, ne quittez pas. Alors, chers téléspectateurs de TV Liberté, Allo 17, bonjour. Émission exceptionnelle aujourd'hui, exceptionnelle parce que j'ai le plaisir de présenter cette émission en remplacement de mon collègue Maurice Signolet, qui n'est pas là aujourd'hui et qui reprendra sans doute le cours de ces émissions ultérieurement. Et puis, émission exceptionnelle parce que j'ai un invité avec moi qui est quand même quelqu'un d'assez extraordinaire, parce que c'est pas un policier, ce n'est pas un journaliste, c'est pas quelqu'un que vous avez l'habitude de voir sur les plateaux de télévision. C'est un ancien braqueur, c'est un ancien voyou de haut vol qui a côtoyé le haut de gamme en ce qui concerne la délinquance dans les années 70-80. Il a connu toutes les vedettes de l'époque, il a connu les Jubin, les Lepage, les Villeauquet, les Jacques Messrine, bien sûr, il nous en parlera, il nous parlera d'une attaque de prison prévue avec Jacques Messrine, c'est quelque chose d'assez incroyable. Il a fréquenté aussi Albert Spaggieri, il a côtoyé aussi Carlos, le terroriste, il a connu tout ce qui était haut de gamme en matière de délinquance dans les années 70-80. Il en est revenu, après avoir passé de nombreuses années en prison, après de nombreuses arrestations et évasions, il nous racontera tout ça. Il a changé de vie. Il a raconté d'ailleurs son changement de vie dans un livre qui est paru récemment, qui s'appelle La 9e évasion. Il nous expliquera pourquoi ce titre, La 9e évasion. Et cet invité exceptionnel va nous faire, comment dire, un parallèle entre la délinquance qu'il a connue dans les années 70-80, le haut de gamme de la délinquance des années 70-80, et la délinquance telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui a un petit peu changé. Alors, Louis-Philippe Roubat, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Allo 17. Ça vous fait quoi d'être interrogé par un policier à nouveau ? C'est une prolongation. C'est l'habitude chez vous d'être interrogé par la police. J'ai été effectivement très souvent interrogé par de grands policiers. Et ça me fait plaisir d'être interrogé aujourd'hui par aussi un ancien grand policier. Eh bien, grand policier, je ne sais pas, mais en tout cas, le plaisir est partagé, Louis-Philippe Roubat. Louis-Philippe Roubat, vous avez, comme je l'ai expliqué, vous avez été un grand délinquant. J'allais dire, dans le jargon policier, vous avez été un beau mec, c'est-à-dire un gros voyou des années 70-80. Comment on fait pour tomber dans la délinquance quand, a priori, on n'est pas né dedans, ce qui est votre cas? Expliquez-nous comment vous avez fait. Voilà. Je ne suis pas né dedans, mais je suis né tout à côté. Avec un parcours, comme je le décris dans le premier tome de la saga de ma vie, avec un parcours dans les hôpitaux dans un premier temps, ensuite dans les centres de redressement, et ensuite je suis tombé dans la marmite de la façon la plus inattendue qu'il soit. J'ai été incarcéré pour conduite sans permis. Non pas à la suite d'un vol de véhicule, mais tout simplement parce que je n'avais pas osé, refuser le poste de livreur comme proposé. Et lorsqu'on m'a demandé si j'étais titulaire du permis de conduire, j'ai dit oui. 18 mois plus tard, à l'occasion d'un contrôle de papier, on m'a demandé de présenter un permis de conduire dont je n'étais pas le titulaire. Je n'avais pas. Et donc, on m'a incarcéré à l'époque, fin des années 60 et début des années 70. C'était un motif pour se retrouver en prison. Et là, j'ai lu votre livre, bien évidemment, et là, vous vous retrouvez dans la cellule d'un voyou chevronné, d'un escroc, d'un faussaire, quelqu'un qui faisait des faux documents, c'est ça? Et c'est assez incroyable parce que, en fait, vous êtes en train de nous dire que la prison, c'est quoi? C'est l'école de la délinquance. Alors oui, je détaille bien évidemment la façon dont je suis rentré en milieu carcéral, suite à un oubli en plus. Et j'ai effectivement été incarcéré dans la cellule d'un grand faussaire. Et j'ai passé 4 mois, ou un petit peu plus de 4 mois, à s'écosser, à apprendre quasiment jour et nuit, puisque je ne dormais que 2 heures par nuit, donc j'avais beaucoup de temps pour apprendre, plus le temps qui était imparti par justement mis gracieusement à la disposition par l'administration pénitentiaire. Et donc je me suis formé dans le domaine du faux grâce à cet homme, et je dirais grâce à l'administration pénitentiaire, ou grâce à la justice, ou grâce à je ne sais pas qui. Il vous a appris à faire des faux documents en prison, c'est incroyable. Ah oui, et puis à l'époque j'étais une véritable éponge, et j'adore toujours apprendre d'ailleurs, et j'ai appris au moins tous les rudiments
donc de l'art du faux, que j'ai eu le temps ensuite de peaufiner et de me spécialiser pour devenir après un faussaire connu et reconnu, avec des particularités telles que je livrais mes papiers. J'étais un des rares à livrer mes papiers vierges, sans photo, je donnais à mes interlocuteurs, à mes clients, entre guillemets, non seulement les papiers vierges, mais le tampon à sec, les rivets préfecture de police, en même temps, ce qui fait qu'ils conservaient l'anonymat total. Alors, Louis-Philippe Robat, il faut un peu expliquer les cartes d'identité à l'époque. On est dans les années 70. C'est des bouts de carton avec des photos qui sont fixées par 2 rivets avec un tampon à sec par-dessus. Ça ne se falsifie pas comme ça quand même. Alors, la différence qu'il y a entre ces années-là et celles d'aujourd'hui, c'est que, comme vous le faites très justement remarquer à l'époque, c'était des bouts de carton. Aujourd'hui, ce sont des bouts de plastique. L'un comme l'autre sont falsifiables. Tout ce qui se fait se défait. Et c'est juste un petit problème de connaissance. Et qui étaient vos clients en quelque sorte? Qui étaient les gens qui vous achetaient ces fausses cartes d'identité, faux permis de conduire ou autres faux documents? Ah bien, en raison justement de la façon dont je procédais, cette façon totalement anonyme, puisque les faussaires traditionnels délivraient des pièces d'identité, il fallait donner sa photo, et en fait on ne savait pas trop si cette photo n'allait pas être, cette nouvelle identité n'allait pas être transmise au service de police ou en monnaie d'échange, etc. Moi, ma particularité, c'est que je livrais des documents totalement vierges. Je voulais même pas entendre parler de qui allait se mettre sur quelle photo. Alors, Louis-Philippe Robat, vous avez commencé, vous aviez, alors j'ai livré, on apprend que vous aviez un CAP de métallurgie, c'est ça? Alors d'abord, je finis ma réponse à la question précédente, allez-y, à savoir que j'ai fourni des papiers à quasiment tout le grand magnétisme, à commencer par Albert Spaggiari. Albert Spaggiari, c'est le fameux cas Les égouts du paradis, voilà. 1976. Voilà, je lui ai fourni une petite valisette avec de quoi changer d'identité autant qu'il le souhaitait, 3 fois par semaine s'il le souhaitait. J'ai, bien évidemment, tous mes amis corses ont eu droit à mes papiers, le gang des Lyonnais, pour ne citer que ce que vous connaissez, et puis bien évidemment d'autres amis tels que Jacques Mérine, que j'ai eu, avec lequel j'ai fait un petit morceau de route. On en reparlera d'ailleurs, parce qu'il y a une anecdote qu'il faut que vous nous racontiez. Tout à fait. Enfin voilà, ça c'était pour répondre à la clientèle que j'avais, c'était exclusivement une clientèle du grand banditisme. Alors Louis-Philippe Robat, je reprends. Vous êtes rentré dans la vie active, si je puis dire. Vous aviez un CAP métallurgie. Vous êtes livreur, sans permis de conduire, mais vous aviez des métiers, j'allais dire, classiques, normaux. Vous êtes incarcéré, vous vous retrouvez faussaire. Comment est-ce qu'on fait quand on est faussaire pour ensuite se retrouver braqueur? Alors, c'est pas le même métier. Même dans le monde des voyous, il y a quand même des spécialisations. Ça, c'est autre chose. On ne va pas, quand on est faussaire, braquer des banques ou d'autres établissements. Ça ne vient pas spontanément. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sauf que, alors déjà, tout ça est lié, si vous voulez, à l'environnement, aux personnes que l'on fréquente, déjà. En même temps, j'ai dû me spécialiser, puisque dans le domaine du faux, il faut être de plus en plus pointu, avoir des matériels dont je ne dispose pas. Et j'ai commencé mes premiers braquages. Ce n'était ni des banques, ni des faux blindés, etc. C'était des imprimeries. Parce que j'avais besoin de machines. C'était en papier, en papier, en matériel. Choses comme ça. Ça a été également, notamment une société de matériel de précision, qui me permettait ensuite de pouvoir faire mes tampons à sec, de pouvoir faire mes rivets, puisque j'étais autonome de A jusqu'à Z. C'est la spirale infernale de la délinquance. Vous commencez comme faussaire, vous vous mettez à braquer des imprimeries et puis après des banques. C'est ça? Et puis après, donc, on fait des rencontres, puisque, bon, le livre que j'ai écrit s'intitule « La 9e évasion », parce que je me suis évadé 8 fois. Donc, la première fois que je suis rentré en prison, je n'y suis pas resté. Je me suis évadé et j'ai retrouvé... Vous êtes évadé 8 fois, c'est quand même exceptionnel. Qui s'est évadé plus que vous des prisons françaises? Personne. Personne. À ma connaissance, personne n'a... j'ai 18 tentatives d'évasion.
et 8 évasions, et à ma connaissance... 18 tentatives d'évasion et 8 évasions. Et j'ai fait évader 11 personnes. Alors, d'accord, on ne va pas reprendre toutes les évasions, mais s'il y en a une qui doit être rapportée, la plus marquante, c'est laquelle? Pour moi, elles le sont toutes. Pour moi, elles le sont toutes. Vous avez toujours été repris, hein? Bien évidemment. Lorsqu'on s'évade, il faut le savoir, on est toujours repris. C'est une vérité. Lorsqu'on n'est pas repris, c'est qu'on est mort. Il n'y a pas... de ce côté-là, je pense que... J'avais noté l'évasion de Bourges, quand même. Quand on a préparé cette émission, vous aviez parlé de quelque chose qui était assez spectaculaire, l'évasion de Bourges. Le spectacle, il est dans quel sens? Il peut être rigolo, il peut être amusant, il peut être un petit peu difficile. Alors, Bourges, c'est tout simplement parce que lorsque je m'évade, je prends, au lieu de prendre un bain de boue, si je peux me permettre, j'ai pris un bain de merde. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Vous êtes passé par la fenêtre, vous avez scié les barreaux, vous avez fait comment? Voilà, alors j'étais en cellule avec un jeune homme qui était, c'est ce qui a amené le côté un petit peu comique de l'histoire, c'était un maniaque. Toujours en train de cirer ses chaussures, repasser son pantalon en le mettant sous le matelas du lit, recevant du courrier de toutes les minettes de la terre, alors que moi je ne me suis jamais autorisé à avoir ni de visite ni de courrier en prison pour conserver ma totale liberté. Et lui, le jour où on décide de s'évader, il avait préparé son petit colis avec ses petites lettres, ses petites photos, son linge bien plié, etc. Je sors de la cellule après avoir coupé les barreaux. C'était en plein hiver, hein, il faisait quand même du moins 10. C'était la prison de Bourges. Et derrière les murs de la prison, les murs des cellules, il y avait un espace vert magnifique. Et on voyait au loin les murs d'enceinte. Et en pensant que ce qui nous séparait des murs d'enceinte, c'était une magnifique pelouse. En fait, de pelouse, c'était de l'herbe qui poussait vraiment très bien et qui était vraiment bien arrosée, puisque à l'époque, il n'y avait pas de WC tels qu'on les voit aujourd'hui. On disposait de tinettes. Ce sont des seaux en plastique dans lesquels tout le monde faisait ses besoins. Le matin, on nous ouvrait les portes, on vidait nos seaux dans un gros tonneau, et ce tonneau était vidé quelque part. Et a priori, ça ressortait devant les fenêtres, sous l'herbe, et ça faisait un tapis de merdasse avec les urines et les excréments de tout le monde. Vous passez par la fenêtre, entre les barreaux, c'est ça? Entre les barreaux, on passe en slip parce que pour pas abîmer, parce que bon, on n'a pas beaucoup de place, c'était des barreaux immenses, et pour les plier, on n'avait pas eu beaucoup de possibilités, donc il restait que très peu de place pour passer. Et on se laisse glisser de l'autre côté, donc je suis le premier à passer, je me laisse glisser de l'autre côté, et plouf, au lieu de tomber dans de l'herbe bien belle, je tombe dans de la mouscaille. Oui, on va appeler ça comme ça. Voilà, c'est plus simple. C'est de l'urine et des excréments, mais qui devaient dater de plusieurs générations. Je sais pas, il devait y en avoir sur 50 cm, quoi. Et vous étiez dehors? Non, ça c'était encore à l'intérieur de la prison. Ah, vous étiez encore à l'intérieur de la prison? Oui, bien sûr. Après, avec ça, il faut passer le mur. Et mon collègue m'envoie la corde à nœuds que nous avions fait avec les draps. Mais comme dans un dessin animé, une corde à nœuds avec des draps coupés en morceaux, on a fait des nœuds pour pouvoir remonter. On n'avait pas réussi à désolidariser le dessus du tabouret de ses pieds, ce qui fait qu'on avait un truc excessivement lourd à jeter comme grappin au-dessus du mur. Et tout ça, ça tombe là-dedans, donc mouillé, etc. Essayez de soulever une corde de 7 mètres mouillée, avec des nœuds et un tabouret qui est lourd comme un âne mort. Ça ne le fait pas beaucoup. Et mon collègue qui arrive, qui me dit par la fenêtre, attention, attrape bien mes vêtements. Attention mes chaussures. Ne salis pas mes vêtements? Oui, fais attention, attrape-les bien. Et moi, de voir l'image, j'ai attrapé un fou rire. On était en situation d'évasion. Ouais. J'ai attrapé un fou rire parce que je lui ai dit, qu'est-ce que je vais attraper tes chaussures? Allez, laisse tout tomber là-dedans. Et il m'envoie tous ses vêtements, il m'envoie son courrier, tout ça, en pensant que je fais le clown en dessous pour essayer de tout rattraper, pour pas que ça se salisse. Et ça tombe bien. Et ensuite, lui, il arrive. Ça tombe dans une sorte de fosse à purin, quoi. Oui, je ne me suis même pas occupé d'où ça tombait, je m'en foutais en plus. Et lui, il arrive. Il a failli se noyer. Obligé de le ressortir de là-dedans.
Et moi, je ne pouvais plus m'arrêter de rire. Et le problème, c'est quand on commence à attraper un fou rire, c'est fini, on s'en sort plus. J'avais plus de force, j'avais plus rien. Donc, à un moment donné, après, on arrive à crapahuter jusqu'au pied du mur, va lancer le grappin qui pèse une tonne avec tout le liquide, etc. Donc, du coup, on a été obligé d'escalader le poste de garde, où il y avait des gardiens à l'intérieur, qui faisaient un angle avec la porte d'entrée. Et c'est marrant, il faudrait que j'arrive à retrouver cette photo. Le journaliste avait fait une photo. On voyait la porte d'entrée de la prison avec cette corde, comme dans les pieds nickelés. Vraiment une vraie corde de dessin animé, qui est faite avec des draps comme ça, blanc et marron. Enfin, là, c'est une image noir et blanc. Et en fait, bon, on réussit à sortir de la prison. On est nu. Là, on vous est en êtes à slip. l'extérieur, vous êtes en slip, à l'extérieur. On est en slip, pas de couvert chaussures, rien. De saleté, Voilà. on va dire. Oui, de merdasse, il ne faut pas avoir peur des choses. Hein. Il fait moins 10 degrés. Et vous êtes à l'extérieur On est à de la l'extérieur. prison de Bourges. Sauf que quand on sort de cette prison, on voit des immeubles en face, on dit on va trouver une voiture, on va trouver quelque chose, il faut sinon on allait mourir de froid. On tombe dans des marais. Entre nous et les immeubles, il y a des marais. Et on se retrouve dans la flotte. Et à nouveau, vous traversez Et on retrouve, ça nous a lavé déjà, Ouais. mais on était, je ne sais pas comment on n'a pas fait pour ne pas mourir de froid, quoi. Bon. Et puis après, on est arrivé dans les immeubles, on a vu un couple qui était une dame avec un gros manteau en fourrue et puis un homme avec des manteaux, etc. On leur a d'abord demandé gentiment, alors ils nous voient débarquer en slip dans le froid, ils n'ont pas compris, leur logiciel ne fonctionnait pas à ce moment-là. Et j'ai demandé donc au monsieur, j'ai dit, vous habitez loin? Il me dit, non, on habite à l'immeuble à côté. Eh ben, je dis, c'est bien, comme ça, vous allez pouvoir nous donner vos vêtements. Et donnez-nous, c'est pas la peine qu'on se tape dessus, ça sert à rien, puisque de toute façon, on va les prendre. Alors, autant que vous nous les donniez. Donc, on a fait l'échange de notre nudité contre... On a échangé notre nudité contre la sienne, et on est reparti. Et mon co-détenu, ou co-évadé, je ne sais pas comment on peut appeler ça, comme il était plus petit que moi, c'est lui qui a pris les vêtements de la femme. Les vêtements de la femme, d'accord. Voilà, et puis voilà, si ça avait été l'inverse. Vous êtes évadé, oui, c'est Alors, assez... Raconté comme ça, c'est assez rigolo, mais c'est quand même une évasion, quoi. Mais non, mais ça n'enlève pas de l'évasion. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention. Il y a, bon, sur les 8 évasions, mais en fait, les 8 évasions en elles-mêmes, c'est pas... Mais c'est dans la totalité avec les 18 autres tentatives, parce qu'une tentative, elle est... je me rappelle de la tentative du QHS de Fleury-Mérogis avec Charlie Boer, dont beaucoup de gens ont entendu parler, le petit Thierry Chadby, ou sur cette... non, c'était la précédente où il y a eu 3 morts quand même, hein, puisque on avait tenté de s'évader au moment où il y a un peloton de gendarmerie qui revenait de l'entraînement. Quelle prison c'était? Fleury-Mérogis. Donc ils nous ont tiré dessus. Et il y a eu 2 morts, un blessé grave. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai réussi à passer entre les balles. On n'était pas armés, rien. Vous êtes repris à chaque fois, vous êtes repris, puis vous partez en QHS. Mais moi, j'ai jamais quitté les quartiers de haute sécurité. J'ai fait les QHS Les du QHS, départ. c'est les quartiers de haute sécurité, c'est la prison dans la prison, c'est ça? Ah ben oui, mais surtout à l'époque. Un quartier de haute sécurité, ça n'avait Les rien années à... 70. Oui, quand ils les ont ouverts, c'était plus apparenté à des espaces pour briser que d'enfermement ou d'isolement ou de précaution. Alors on pense à quoi quand on est dans un QHS? Moi, je pensais à m'évader, jour et nuit. Et je dormais que 2 heures par nuit. Alors, vous voyez un peu, j'avais du Donc temps. c'était sans arrêt, comment je prépare ma prochaine aussi tentative. C'est la raison pour laquelle j'ai réussi à m'évader de l'impensable, de 2 quartiers de haute sécurité. Lesquels? Orléans, 3. Orléans, Fleury-Mérogis et Fresnes. Ça fait 3. Alors, quand on a préparé cette émission, Louis-Philippe Roubat, vous m'avez parlé de quelque chose qui est quand même assez ahurissant. C'est une expédition qui était prévue avec Jacques Messrine pour aller attaquer une prison et sortir les gens qui étaient dans le QHS de la prison, c'est ça? C'était quelle prison? Oui, alors... c'est quoi cette histoire? Puis en plus, ça s'est préparé, ça a failli se faire. Oui, alors donc, déjà, il faut remettre tout ça dans son contexte. On était en plein quartier de haute sécurité, cette époque-là où les quartiers de haute sécurité, c'était de la torture. Il faut appeler chat un chat, c'était ça, la torture psychologique. On n'y allait pas par hasard non plus.
Non, mais entre se protéger, et ça je le défendrai même aujourd'hui, je dis, on peut très bien, on a les moyens de se protéger contre une évasion, mais est-ce que là-dessus, il faut ajouter de la torture morale, allumer par exemple des lumières toutes les 15 minutes très violentes, ne donner aux personnes par exemple que 2 livres par semaine dans une cellule totalement vide avec des pages manquantes, ne donner qu'une seule serviette de toilette. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font qu'on ajoute. Moi, j'ai rien contre la protection. Ils ont mis 15, je ne sais pas, enfin à Fleury-Mérogis, par exemple, il y avait un brise-vue, une grille, une seconde grille, les barreaux, une autre grille à l'intérieur, et encore une autre grille. Alors ça, c'est ce qui vous motive avec Jacques Messrine à agir. Mais racontez-nous un petit peu. Alors voilà, il y avait un quartier de sécurité parmi tout cela. Bon, quasiment tous les quartiers de sécurité, il n'y avait pas de torture physique, si vous voulez. Il n'y avait que de la torture morale. Ce que je viens d'expliquer. Ça concernait des gens qui s'étaient déjà évadés, ça concernait mais quelle qu'en soit gens la raison. chevronnés dans la délinquance. Mais alors qu'ils aillent faire ça à des gens qui ont torturé des gosses, qui ont violé des femmes, à la limite, je dirais que je comprendrais. Mais nous, on n'a jamais fait que s'évader. On n'a rien fait d'autre. On n'a tué personne, on n'a massacré personne. C'est pas non plus quelque chose qu'on peut encourager. Mais avec Jacques Messrine, je suis d'accord, mais il faut pas cette attaque de prison. Parce que racontez-nous cette attaque de prison, ça m'intéresse. Voilà, non mais je suis d'accord. Je veux simplement dire que il faut pas ajouter à ajouter. Ça n'a pas de sens. Si on veut faire du mal. L'administration pénitentiaire n'est pas là pour faire du mal, elle est là pour préserver la société. C'est du moins la vue que j'avais et que j'ai toujours aujourd'hui. Là, par exemple, en l'occurrence, il y avait un quartier de haute sécurité qui était dans la ville de Mende. Et il était réputé pour être le quartier de haute sécurité le plus dur qui n'ait jamais été, où les gens arrivaient, je dis bien les personnes qui arrivaient, moi je n'ai pas eu le déplaisir d'y séjourner, fort heureusement, mais toutes les personnes qui arrivaient, sans aucune exception dans ce quartier de haute sécurité, étaient immédiatement passées à tabac. Et pas seulement un jour, mais c'était à la torture morale, s'ajoutait également la torture physique. Et ça, on atteignait le summum. Alors l'idée, c'était quoi? L'idée avec Messrine, c'était quoi? Alors donc, on avait décidé, puisqu'on se battait avec Jacques pour la fermeture des quartiers de sécurité, pas seulement qu'avec Jacques, avec Charlie Boer, avec toute mon équipe, Michel Chevesky, Pierre Jean-Pierre, André Poli, et puis je pourrais en citer d'autres aussi, Fagnard, je pourrais Thierry Chadby, en fait tout le monde, Destrières, tout ça. On était, allez, on va dire une trentaine de personnes, on se battait comme des chiens pour la fermeture ou l'humanisation de ces quartiers. C'est ça le terme. Et ce quartier de haute sécurité de Mende, on avait décidé de le raser, purement et simplement de la carte. Le raser. Qui ont, c'est-à-dire Jacques Messrine, vous et... Alors, on était 6. Et vos on était 6. Je peux citer Jacques parce que ça a été connu et reconnu, et lui-même l'a explicitement dit. Bon, les autres personnes, on va pas citer leur nom. J'ai pas besoin de citer le nom et je le ferai pas. Mais enfin, on était quand même une petite dizaine de personnes du grand banditisme et on a décidé. On est allé, ça c'est moi qui suis allé chercher en Italie puisque je suis pilote. Je pilote les avions et les hélicoptères, donc on est allé chercher des explosifs en Italie. Justement avec quelques connexions avec des groupes terroristes, parce qu'en quartier de haute sécurité, justement, ça permettait ce type de connexion, et ça nous permettait d'obtenir ce qu'on ne pouvait pas avoir dans le domaine du banditisme. Donc on est allé chercher en Italie suffisamment d'explosifs pour raser l'intégralité de cet établissement. C'est-à-dire combien de kilos? Je vais avoir, je sais pas, 1,5 tonne. 1,5 tonne? Ça ne se transporte pas comme ça, donc il faut du monde, il faut de la logistique. Ben oui, bien sûr, non. Et on avait réalisé que Mende, on n'avait aucune possibilité de pouvoir s'en sortir. Quitter Mende, c'était impossible. Parce que, aussitôt que la prison aurait été rasée, parce qu'on ne voulait pas de blessés dedans, attention. Notre objectif, c'était de sortir toutes les personnes, gardiens de prison et les détenus. Les détenus, on les laissait partir dans la nature.
Les gardiens de prison qui étaient là pour ce quartier de haute sécurité, eux, on leur réservait un régime spécial. Lequel? On avait décidé donc de les prendre avec nous. On voulait les mettre nus et les mettre sur les Champs-Élysées avec marqué à la bombe QHS sur le torse. Ça, et les enchaîner tous les uns. Voilà. Ça, c'était l'opération qu'on devait faire, qu'on avait projetée. Et ça se faisait comment, ça, en voiture? Non. Pour ça, pour quitter Mende, il n'y avait qu'une seule solution, c'était quitter Mende par les airs. Sauf que, bon, moi, j'étais pilote, bien évidemment, mais le plus gros aéronef que je pouvais piloter, c'était un Cessna, un 6 places, et ça faisait un petit peu short, étant donné le nombre de personnes. Donc, du coup, je suis parti en Afrique pour faire une spécialité, non pas théorique, mais bien pratique, sur un avion, un Broussa, un DC-3, et c'était des aéronefs qui nous permettaient de se poser et de décoller sur des distances relativement courtes. Et donc, ça nous permettait de pouvoir partir. Et l'idée étant de se poser sur l'autoroute, sur une des autoroutes de Paris, alors, avec tout le monde derrière. Vous partez en Afrique pour faire une spécialisation de pilotage. Oui. Dans le but d'attaquer une prison, de la faire sauter, Oui. et ensuite de prendre les surveillants de prison, de les ramener sur Paris, Champs-Élysées, mais ça n'a jamais été raconté, ça. Ben, je vous le raconte À ma connaissance, ça n'a jamais été raconté. C'est quand, ça? C'est les années 70, c'est quelle année à peu près? 78, oui, 78. Si, Charlie, pourtant, on lui avait demandé de ne pas trop en parler, mais bon, il avait commencé Charlie Bauer, ouais. Des gens comme Charlie Bauer ou Pierre Goldman, ce sont des gens qui sont un petit peu marqués politiquement, alors que vous étiez de droit commun. On est à la fin des années 70, on a la fraction armée rouge en Allemagne, on a les brigades rouges en Italie, en France, on va bientôt avoir action directe, mais vous étiez où par rapport à ces gens-là, vous? Non, mais alors déjà, au niveau de tous ces groupes, on était en plein dedans. Avec les groupes comme... Mais vous étiez marqué politiquement avec cette contagion? Nous, on était pur banditisme. Droit commun. Droit commun. Et par contre, Pierre Goldman, c'était la gauche à fond. C'était pas notre truc déjà, je peux vous le dire. Charlie Bauer, pareil, c'était la gauche... on parle d'une gauche radicale et violente. Hein. On parle de gens qui commettent des attentats, là. C'est pour renverser... Bon, Charlie, je pense pas que ce soit lui. Charlie Bauer, c'était plus la gauche Libération, etc., le journal Libération, etc. Pierre Goldman, je pense qu'il s'acheminait vers une gauche un petit peu plus radicalisée. Et les groupes tels que Action Directe avec... j'ai oublié leur nom. Jean-Marc Rouillant, Nathalie Ménigon, etc. Eux, c'était une gauche beaucoup plus extrême. Quand on voit les résultats par la suite, les tristes résultats avec la mort d'hommes du PDG de Renault, notamment, ou les Allemands avec la RAF, avec Hans-Martin Schleyer, la Brigade Rouge avec Aldo Moro. Voilà, donc il y avait... Moi, tous ces gens-là, je les ai côtoyés dans les quartiers de haute sécurité. Vous les avez croisés tous? Tous, je les ai tous croisés dans les quartiers de haute sécurité. On en revient à Mende et puis à votre projet d'attaque de la prison, ça ne s'est pas fait, finalement. Non, on n'a pris aucune personne avec aucune teinte politique. Pourquoi ça ne s'est pas fait, alors? L'attaque de la prison. Ça ne s'est pas fait parce que il se trouve que Jacques, ensuite... Alors, d'abord, dans un premier temps, il nous fallait avoir suffisamment de personnes. Or, il fallait qu'on aille chercher en prison ceux qui étaient emprisonnés. Donc, moi, à un moment donné, je me suis fait arrêter. Donc... le problème, c'est qu'il fallait trouver des gens pour aller chercher d'autres personnes en prison, parce que c'est une démarche psychologique et intellectuelle qui est complètement différente de s'évader tout seul. Et donc, on s'est retrouvés à un moment donné, il n'y avait plus personne pour faire le job. Jacques, ensuite, s'est fait arrêter. Il s'est retrouvé à la santé. Moi, je me suis fait arrêter. Je me suis retrouvé aussi à la santé avec Jacques. Ensuite... Donc le projet est tombé à l'eau. Donc on l'avait toujours dans les tuyaux. Quand Jacques s'est évadé de la santé, on devait déjà s'évader à plusieurs de la santé. Moi, j'étais baluchonné tous les 15 jours.
Donc, Baluchonné, c'est-à-dire transféré. transporté de cellule en cellule ou de prison en prison? Non, de prison en prison. Moi, c'est de prison en prison. On ne me gardait pas plus de 15 jours dans une prison. Il y avait une escorte sérieuse autour de vous, j'imagine. Oui, c'était le GIGN qui m'a transporté. J'ai toujours été avec eux. Une exception près, et là, je ne l'ai pas raté, cette exception. Quand Jacques est parti donc, de la santé, moi, j'ai été, la veille de son évasion, transféré au quartier d'haute sécurité de Fleury-Mérogis. Et de là, il y a eu un cafouillage dans les 2 jours qui ont suivi. Hein. On a dit, ils vont m'envoyer donc à Bourges, où je devais répondre de cette évasion, etc., parce que ça traînait, puisqu'ils avaient été jusqu'à me condamner à mort par contumace. Parce que j'ai été condamné à mort par contumace. Vous avez été condamné à mort par contumace? Oui, c'était le cas pour toutes les personnes qui étaient jugées pour une affaire d'assises de hold-up, par exemple, ou n'importe. Lorsque vous n'êtes pas présent et que le tribunal, la cour d'assises siège, vous avez automatiquement la peine la plus élevée. Et la condamnation à mort n'étant pas encore existait encore à ce moment, puisqu'on est avant 1981, j'ai donc été, avec tous mes camarades, condamné à mort par contumace. Ça figure sur mon casier judiciaire, d'ailleurs. Vous avez passé combien d'années en prison, Louis-Philippe Rouban? 18. 18 ans? Oui. Évadé 8 fois? Oui. Et les braquages dans tout ça, vous viviez de quoi? Vous viviez des braquages de banques, de casinos, de choses comme ça? Quand j'étais libre ou quand j'étais en prison? Ah bah non, quand vous étiez libre, quand vous étiez dehors. Oui. Non, mais moi, vous savez, on m'appelait, comme tout le monde m'a toujours traîné ça derrière le dos, on m'appelait la machine à sous. Parce que tout ce que je touchais, ça se transformait en espèces sonnantes et trébuchantes. Non, on braquait un petit peu tout ce qui venait. Donc, les fourgons blindés, les casinos, notamment, par exemple, le casino d'Évian. Casino d'Évian, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où vous vous êtes fait passer pour un policier, c'est ça? Non, là, ils nous avaient appelé les fauves d'Évian. Les fauves d'Évian, parce que j'avais pris le problème à l'envers. C'est-à-dire, j'ai dit, bon... le casino d'Évian, il y avait beaucoup de trafic et donc beaucoup d'argent. Et donc j'ai dit, ce qu'on va faire, on va, au lieu de se présenter au casino et puis de braquer en vitesse et puis partir parce qu'il y a la police qui veut nous courir derrière, ce qu'on va faire, on va d'abord braquer gendarmes et policiers et ensuite on est tranquille, on a toute la nuit. Donc on peut même jouer au casino si on veut, puisque les policiers c'est nous. Donc on a neutralisé tous les véhicules de gendarmerie. Parce que les gendarmes, bon, ils habitent sur place. Ensuite, on avait juste besoin de couper les communications. Parce qu'on n'est pas aujourd'hui, hein, on est... Là, on les est téléphones portables, ça n'existait pas, là. tout ça. Hein. Bon, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Et ensuite, on a pris d'assaut le commissariat de police d'Évian, un gros commissariat. Là, au préalable, on avait compté le nombre de personnes qui se trouvaient encore au moment où on les braquait dans le commissariat de police. Et une erreur de comptabilité, je ne sais pas. Donc on est rentré sur place et on a braqué tous les policiers qu'il y avait. Alors l'avantage d'un commissariat de police, c'est qu'on a les cellules, on peut les mettre dedans. Donc c'était un avantage pour nous. On les a tous mis donc en garde à vue. Et... un de mes associés Dédé a mis un képi, parce qu'à l'époque, ils étaient tous habillés avec des képis, etc., à la réception. Et donc, on s'apprêtait à partir sur le casino, en laissant un membre de notre équipe au commissariat pour pouvoir répondre aux appels. Et là, il y a une balle qui a fusé, et notre associé Dédé l'a pris en pleine tête, enfin en tesson sur la tête. Il n'est pas mort, hein, il court encore aujourd'hui. Mais il a pris un tesson. Et une blessure à la tête, ça saigne énormément. Et puis, il est tombé dans le cirage, quoi. Bon. Donc là, on a été obligé de réagir immédiatement. Bien évidemment, à cette époque, la mentalité n'étant pas celle d'aujourd'hui, on a arrêté l'opération. Parce que pour nous, la vie de notre associé... C'était l'un de vos... Vous appelez ça associé, l'un de vos complices, donc, oui. du braquage de associé complice, c'est la même chose, quoi. Blessé par balle, donc vous arrêtez le braquage. On arrête tout. Et vous amenez votre ami. Voilà, alors il a fallu faire d'abord... il a fallu faire un tir de barrage
pour pouvoir, puisqu'on on était tous armés, et on avait une particularité, c'est chacun maîtrisait nos armes. On s'entraînait énormément, justement, pour que ce ne soit pas les armes qui nous guident, mais nous qui guidions les armes. Ce qui veut dire que si on devait un jour tuer quelqu'un, ça aurait été une démarche volontaire. Aujourd'hui, les gens, ils tuent à droite, à gauche, mais ils ne savent même pas qu'ils ont tué une personne. Ils sont... Alors, c'est un petit peu là où je voulais en venir. Louis-Philippe Roubat, là, vous avez dressé le portrait d'un certain nombre de grandes figures du grand banditisme des années 70-80. Alors, que des gros voyous, que des gens vraiment haut de gamme en matière de délinquance. Vous avez eu la chance de vous en sortir, si je puis dire. C'est la 9e évasion, c'est le titre de votre livre. La 9e évasion, c'est l'évasion de la délinquance. C'est bien ça, vous êtes évadé 8 fois de prison, mais la 9e évasion, c'est l'évasion de la délinquance. C'est exact. Vous, le déclic, c'est quoi? Parce que vous étiez quand même bien impliqué dans ce combat. Qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté? Alors, il faut prendre, si vous le permettez, la question dans l'autre sens. Qu'est-ce qui faisait que je m'évadais tout le temps? Parce que vous commettiez les braquages. Non. Ce qui faisait que je m'évadais tout le temps, c'est que je n'avais aucune perspective de liberté. J'étais libéré en 2048, pardon. Quand on se retrouve avec des peines de prison, alors qu'on n'a pas de sang sur les mains, on n'a tué personne, ça paraît un peu difficile à gérer. Donc la seule possibilité, c'était l'évasion. Et un jour, j'avais 3 avocats absolument exceptionnels. J'avais le plus grand, c'était Maître Henri Leclerc, qui vient de nous quitter il n'y a pas très longtemps. Ensuite, j'avais Jean-Louis Pelletier, que tout le monde a connu, et un autre très grand avocat que j'admire beaucoup, et qui est encore avocat aujourd'hui, mais qui, à ma connaissance, qui n'est plus dans le domaine du banditisme, François Stefanacci. Et ces 3 avocats ont dit qu'ils allaient mettre leurs forces en commun pour faire en sorte que ma peine de prison soit acceptable, à savoir ramener tout ça à 21 ans de prison. Bon. Juste une parenthèse, pendant la durée du temps de prison où j'étais, j'ai vu par exemple des personnes être condamnées à perpétuité, libérées, re-rentrer, être à nouveau condamné à perpétuité. Alors que moi, j'étais toujours en train de faire le gland avec mes petites peines de prison. Bon. Donc, on estimait que 21 ans de prison, pour ce que j'avais fait, je n'avais pas versé le sang, je n'ai même pas donné un coup sur la tête à quelqu'un, c'était bien payé et ça pouvait être, si il y avait un effort de mon côté, ça pouvait être quelque chose d'acceptable et de positif pour tout le monde. J'ai accepté le deal et je dis, à partir de là, je ne m'évade plus. Ma prochaine évasion, ça sera la sortie du banditisme et la sortie de la délinquance. La 9e évasion. Et exactement. Ça a été ma 9e évasion. Et pour ça, je me suis donné les moyens. Et les moyens, ce n'étaient pas des moyens, comme nous en avions discuté, ce n'étaient pas des moyens philanthropiques, etc. La philanthropie n'avait rien à voir là-dedans. Moi, il fallait que je fasse quelque chose de très fort pour compenser ces années de quartier de sécurité. Imaginez bien qu'il n'y avait aucun directeur de prison qui me voulait. Ah ben non, j'imagine, oui, ça c'est pas. Non, mais alors, comment vous en êtes sorti? Les études, la les études, c'est quoi? C'est les études. Les vous avez études, passé des diplômes en prison. J'ai passé une quantité industrielle de diplômes, je ne pourrais même pas vous dire là. Et maintenant, vous êtes chef d'entreprise. Oui, mais pas seulement. J'ai aussi créé des écoles en milieu carcéral, non pas par philanthropie ou quoi, c'est tout simplement parce qu'il fallait que j'apporte quelque chose de très fort pour mais là, me sortir de tout ça. Vous nous racontez du Jean Valjean, quoi. C'est-à-dire que vous partez au bagne pour un vol de quignoux de pain, et puis vous retrouvez Monsieur Madeleine qui devient un notable, qui devient quelqu'un de tout à fait ordinaire et qui change de vie. Vous avez totalement changé de vie. Je ne sais pas si on peut comparer Jean Valjean ou n'importe qui. Moi, je parle de ma Jean vie à Valjean moi. est un personnage de roman, mais vous, c'est la réalité, Oui, vous existez. Voilà, moi, je parle de ma réalité à moi. Bon, il se trouve que lorsque je suis sorti, j'ai été un des rares à sortir. Je dis un des rares parce que je ne sais pas si j'ai pas la vision pour dire s'il n'y a pas d'autres personnes ou pas. Je souhaite qu'il y ait d'autres personnes. En attendant, je n'en connais pas d'autres que moi-même. Je n'ai pas cherché non plus. Mais être sorti, par exemple, être dans un quartier de semi-liberté et avoir un poste de directeur commercial et venir rejoindre mon quartier de haute sécurité
mon quartier de semi-liberté, pardon, dans la prison d'Avignon, dans une cellule minable, avec 3 jeunes camés au-dessus de moi, dans la même cellule. Et moi, je rentrais avec mon attaché-caisse, costume, cravate et la Mercedes garée devant. Directeur commercial le jour, et puis la nuit, vous dormiez en prison? Et je dormais avec, je me rappelle, dans cette cellule, il y avait 4 lits superposés, enfin 2 x 2, et il y en a un qui était malade comme un chien, j'étais avec des camés, mais jusqu'aux oreilles, quoi, je veux dire, ils m'ont tout volé, hein, quand je dormais, ils m'ont volé ma montre, ils m'ont volé, parce que quartier de semi-liberté, on a toutes nos affaires, je me suis fait piller jusqu'aux oreilles, bon. Et après, on m'a amené sur le quartier, je l'ignorais, je ne savais pas que ça existait, mais il y avait un quartier de semi-liberté VIP à Nîmes. Là, on m'a transféré dans ce quartier VIP à Nîmes. Et vous avez changé de vie, vous avez vraiment complètement coupé avec ce monde des années 70-80. Alors, mais j'ai jamais été aussi heureux. Ah ben j'imagine bien. Mais Louis-Philippe Roubat, on revient là, on est en 2025. En janvier 2025, quel regard vous portez sur la délinquance d'aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, la délinquance, c'est les stupes. C'est les stupes. Il n'y a plus que ça. Alors, est-ce que en quelque sorte, vous vous prénommez Louis-Philippe, c'est le nom du dernier des rois de France, hein, si je ne me trompe pas. C'est vrai. Est-ce que vous n'êtes pas le dernier des braqueurs à l'ancienne? On est toujours le dernier de quelque chose et de quelqu'un, mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, si le regard que je porte sur la délinquance d'aujourd'hui, c'est un regard de tristesse. La délinquance, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est un microcosme qui reflète notre société. Je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Aujourd'hui, quand vous voyez l'irrespect qui se trouve dans la délinquance, où ça part de tous les sens, où on cherche... Il n'y a plus que la facilité c'est la drogue, etc. Mais ce qui est marquant dans tout ça, c'est qu'il n'y a plus de repères, il n'y a plus de cadre. Il y avait un code de l'honneur avant, il n'y en a plus aujourd'hui? Non, des codes d'honneur, il n'y en a jamais eu. Il y a eu, avant, il y avait un respect mutuel pour tout le monde. Et ce respect faisait qu'il y avait les flics et les voyous. On se fait arrêter, ok, c'est bon, t'as gagné. Ça m'est même arrivé, après une arrestation, après avoir fait les dépositions, d'aller manger un morceau avec des flics. Et j'en ai pas honte. Chacun est resté à sa place. Ceux qui ne restaient pas à leur place, c'était les flics véreux ou c'était les voyous qui balançaient. Voilà, c'était la même chose. Mais ceux qui restaient à leur place... Moi, je m'acceptais en tant que voyou. J'ai jamais été autre chose qu'un voyou quand j'étais voyou. J'aurais jamais pu manger dans la gamelle d'un policier. Même que j'aurais pas accepté non plus ça. Et aujourd'hui, la délinquance, c'est du n'importe quoi. On n'a pas de respect, on s'en fout. On va tirer avec une AK-47 pour se régler un coup. Les gens, ils réalisent même pas que c'est une arme de guerre. C'est une arme qui est faite pour traverser des blindages. On est dans l'hyperviolence, là. On était peut-être dans la violence auparavant, mais là, on a franchi un cap. Là, dans l'hyperviolence. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On est dans l'hyperviolence. Là, on est effectivement dans l'hyperviolence. Louis-Philippe Roubat, quand on a préparé cette émission, on a évoqué les événements récents de la délinquance et on a évoqué, puisque vous êtes un spécialiste de l'évasion, on a évoqué l'évasion... l'année dernière, le 14 mai 2024, de Mohamed Amra, qui a été arraché par une équipe d'assaillants, alors qu'il était transféré d'une prison à une autre, je crois, au péage sur l'autoroute de Normandie, je crois, par une équipe d'une dizaine de gens ultra-violents qui n'ont pas hésité à tirer à l'arme de guerre sur son escorte de l'administration pénitentiaire, qui du reste ont tué de façon très, très froide 2 membres de l'administration pénitentiaire. Et quand on a préparé cette émission-là, vous m'avez donné votre point de vue sur cette hyper-violence de ces gens qui assassinent 2 surveillants de l'administration pénitentiaire qui font le transfert de Mohamed Amra. Et vous m'avez donné un point de vue qui est tout à fait original sur cette évasion qui n'en est peut-être pas une, n'est-ce pas? Alors, ça reste bien évidemment un point de vue. Un point de vue au vu de mon vécu. Des arrachages, entre guillemets, comme ça, comme je vous l'ai dit, j'ai
extraits de prison, 11 personnes. C'est pas une. On a tous vu les images de l'évasion d'Amra. On voit une caméra de surveillance qui filme une dizaine d'assaillants qui tirent à l'arme de guerre sur les agents d'administration pénitentiaire qui ont tué 2 et qui partent avec Mohamed Amra. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Alors, il faut que vous compreniez, je fasse un tout petit retour en bobinage. Quand on va faire évader une personne, quelle que soit cette personne, si vous êtes en prison, je viens vous chercher en prison. Ça veut dire que je prends déjà moi-même des risques, puisque je suis en liberté, pour venir vous chercher. Et donc, il va falloir que je prenne un minimum de précautions, et il va falloir que je prépare cette évasion avant. D'accord ? Bon. Là, quand je regarde l'histoire, telle que tout le monde l'a vue, mais je la regarde avec mes yeux à moi, je suis quelqu'un, c'est un domaine que je connais particulièrement bien, puisque je suis allé chercher 11 personnes, pas une, 11, de forces de police, de gendarmerie, escortés par des gardiens de prison. Donc, tous les schémas, je les ai vécus. Je les ai vécus physiquement. Voilà. Quand on va chercher cette personne, d'abord, on prépare l'affaire. Et la personne qu'on va chercher, en prison, je vais prendre une expression du Sud, on fait le canard. Ça veut dire que, vraiment, celui qu'on vient chercher, il est gentil en prison, il ne se fait pas remarquer, justement pour qu'on évite de renforcer la surveillance au moment de l'extraction ou du transfert. Bon. Premier point parallèle avec cet homme qui a été extrait de prison, Mohamed Amra. J'apprends que 2 jours avant, il a tenté de couper ses barreaux avec une lame de scie. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui attend que ses amis viennent le chercher. Sinon, la lame de scie, il la jette, au contraire. Surtout qu'on ne la découvre pas, cette lame de scie, s'il avait déjà. Parce que ça risque de les exciter et puis de dire on annule l'extraction ou on renforce l'extraction. D'accord ? Donc ça, c'est un point qui est très très important. Ensuite, à chaque fois que moi j'ai extrait une personne, que j'ai aidé une personne à s'évader, toutes ces personnes, sans aucune exception, avaient une banane jusque-là. Et j'étais content de vous dire, êtes heureux, vous êtes en prison, et d'un coup, vous avez votre ami qui vient et qui vous rend la liberté. C'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse avoir. Et là, j'aime autant vous dire que si vous pleurez, ce sont des larmes de joie. Et le sourire, il est jusqu'à là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à chaque fois que j'ai aidé une personne à s'évader, mon premier geste, après avoir neutralisé les forces de l'ordre, a été, ou en même temps, de donner une arme à la personne que je viens aider pour renforcer ma force de frappe, ma force de défense ou d'attaque. Bon. Là, quand on regarde la vidéo, Mohamed Amra, personne ne lui a confié une arme. Ensuite, lorsque vous faites évader une personne, alors là, j'aime autant vous dire que c'est pas un malade que vous sortez de prison, un boiteux, un machin, etc. J'aime autant vous dire qu'il a le feu aux fesses, celui que vous sortez. Et il fait des bonds de cabri. Et il n'y a pas besoin de venir le supporter, lui tenir le bras pour le porter. Alors que dans les images... Dans les images de Mohamed Amra, vous voyez qu'on le porte, et puis quand on regarde bien la vidéo en détail, on s'aperçoit qu'il n'a pas l'air bien heureux de la situation. Et quand on analyse tout ça, moi je l'analyse avec mes yeux, je me trompe peut-être, probablement. C'est votre version, ok. Ça, pour vous, il s'est passé quoi ? Pour moi, c'est une équipe qui est venue le chercher contre son gré. Et si aujourd'hui vous n'avez pas de nouvelles, je vous ai dit tout à l'heure quand on a parlé d'évasion, vous m'avez dit combien de temps, ou je ne me rappelle plus comment vous avez formulé cette question, je vous ai dit on vous retrouve toujours. Vous vous souvenez ce que en début d'entretien ? Eh bien, regardez toutes les annales que vous avez, allez chercher partout, même Spadjari, même tout ça, qui est resté longtemps. On a toujours eu des éléments concrets qui ont permis d'identifier au moins un lien qui permet de ramener la personne qui est en prison à ça. Et Mohamed Amra avait 9 téléphones, c'est pas un, 9 selon les médias. Maintenant, il y en a peut-être 7, j'en sais rien, ou 3. Bon. Eh bien, ça veut dire qu'avec tout ça, on n'est pas capable aujourd'hui de dire il y a un lien. Et il faut dire aussi une chose, c'est que lorsqu'une équipe vient chercher quelqu'un en prison,
cette équipe-là, elle prend déjà beaucoup de risques. Elle ne vient pas chercher une peine de prison, elle vient chercher un homme. Et lorsque vous arrivez et que vous ouvrez le feu sur quelque chose, ça veut dire que vous êtes absolument certain d'avoir l'immunité la plus totale, où on ne pourra pas remonter jusqu'à vous. Or, quand vous venez chercher un ami, vous savez que tôt ou tard, on va remonter jusqu'à vous. Donc là, vous y allez gentiment, vous faites du braquage, ça va. S'il faut, il y en a qui sont un peu plus violents que les autres. Passe encore, mais vous ne prenez pas la vie des gens. Il s'est passé quoi alors, Mohamed Amra, qu'est-ce qu'il est devenu là, selon vous? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne fait plus partie du monde des vivants. C'est mon point de vue, encore une fois, et c'est pas, j'en sais, ou si il est encore en vie, il ne doit pas être en vie dans un bel état. Alors si, Mais vous ne le retrouverez pas vivant. Ça, je peux vous... Enfin, c'est mon point de vue à moi. Il se fait enlever au cours de ce transfert. Ah, c'est un enlèvement, c'est pas dans le but de une quoi? évasion. Dans le but de lui faire avouer des choses, de le faire parler Ça, j'en sais rien. Ça, je sais pas. Moi, Parce que c'est pas le monde des bisounours, c'est le monde des voyous. C'est un monde qui est quand même extrêmement violent. Attendez, mais mélangez pas les choses. C'est pas un monde des voyous, c'est le monde de la cam. C'est pas un monde des voyous. Le monde de la cam. C'est pas pareil. Le monde des voyous, il y avait encore on s'accrochait encore à une forme de respect, à une forme de truc. Bon, voilà, c'était de la délinquance. La cam, c'est pas de la délinquance. Je suis désolé, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas des voyous. C'est-à-dire que pas le trafiquant de stupes, en quelque sorte, il a tué le braqueur à l'ancienne, quoi. C'est fini. Maintenant, il n'y a plus que ça. Moi, je pense que tout ça, c'est terminé. Mohamed Amra, bon, écoutez, c'est votre théorie, mais ceci étant dit, je pense que le monde de la drogue, c'est un monde bien spécial. Ils ont des codes à eux, des codes que je ne connais pas, que je ne souhaite pas connaître non plus, mais ce ne sont pas les codes que j'ai connus, moi, dans le domaine du banditisme. On avait parlé, un peu avant cette émission, on avait un peu parlé de la découverte d'un conteneur sur le port du Havre, qui contenait, alors non pas de la cocaïne, pour une fois, parce qu'il faut savoir que le port du Havre, c'est quand même la première porte d'entrée de la cocaïne en France, mais dans ce conteneur... Ah oui, le siège de torture, là. Il était aménagé avec un siège de dentiste. Un siège de dentiste. Torture. C'est pas ça, un petit peu, la mexicanisation, l'hyperviolence, le trafic de stupes, tout mélangé? C'est ce que je viens de vous dire précédemment. Je pense que ces codes-là, moi, je ne les connais pas. Ce sont des codes... le terme que vous employez, je pense qu'il est judicieux, puis il est vraiment bien... Non, je dirais l'hyperviolence. Je pense qu'on en est là aujourd'hui. Dans l'esprit des gens, c'est un petit peu pareil maintenant. C'est-à-dire que tout est stup, toute délinquance est stup, et toute délinquance stup est devenue hyper violente. En fait, ce sont les réactions, ce sont les gens, si vous voulez, je parlais de respect tout à l'heure. Je crois qu'il faut revenir à la base. Qu'est-ce que c'est que le respect? Le respect, c'est un cadre. Et dès qu'on sort de ce cadre, il n'y a plus de limite, c'est l'anarchie. On fait ce qu'on veut. On a un règlement de compte avec... dans le banditisme à l'époque, il y avait des règlements de compte, il ne faut pas l'oublier. Ça a toujours existé. Il y en a toujours eu. Des gens qui se sont retrouvés avec un cercueil en béton, il y en a toujours eu. Mais il faudra que vous m'expliquiez si vous avez déjà vu un blessé autour. Ça se faisait à rideau tiré, comme on dit. Bon, tu règles ton compte, là, il y avait une crapule, bon, il fallait s'en débarrasser, quelle qu'en soit la raison. Hein. Bon, moi, ça n'a jamais été mon cas, mais de rencontrer ce genre de personnes ou d'événements. Seul événement dur auquel j'ai assisté, malgré moi, mais je ne pouvais pas faire autrement, c'est qu'un jour, dans une prison à Lyon, j'étais tout jeune, on était une quinzaine dans la salle de douche, enfermés, et d'un seul coup, j'ai entendu des hurlements, et il y avait un bonhomme qui était par terre, les jambes écartées, et ils étaient avec un tout petit couteau en train de lui enlever l'appareil génital. Je prends un terme que tout le monde peut comprendre comme ça. L'autre terme, tout le monde le comprendra aussi, mais c'est plus poli. C'était pas un monde gentil déjà, à l'époque. Alors, c'était pas gentil. Et là, par exemple, toutes les personnes qui étaient dans la douche, y compris moi, on a été obligés de prendre le couteau et de tremper dans la barbaque. Pour une raison toute simple. C'était pour garantir l'impunité de ceux qui avaient décidé... Pour ne pas balancer l'auteur exactement. Principal. Parce que, quelle que soit la personne qui aurait pu lâcher le morceau,
eh bien, elle devenait automatiquement, et par la force des choses, parce que la justice, elle est quand même, elle a son petit côté aveugle et puis un peu débile, tout le monde aurait été... C'est quand même un monde sordide, le monde des voyous. C'est quand même un Oui, monde mais attendez. Alors attendez, je tiens quand même à faire une toute petite parenthèse. Je suis d'accord avec vous sur ce que vous dites, en partie. Sauf que lorsque vous avez des enfants, j'ai des enfants, lorsque votre enfant a été violé, torturé et tué, il va falloir que vous m'expliquiez un petit peu où est le côté sordide. Et moi, je vais vous dire un truc aujourd'hui. Si moi, c'était quelque chose comme ça qui arrivait à mon fils, je peux vous garantir, et je le dirai devant 1 million de personnes, et ça, je me fiche des conséquences, j'aime autant vous dire que le type, il n'y a pas une prison au monde où il pourrait rester sans que je vienne le tuer, le torturer. Si je devais faire un crime de sang dans ma vie, ça serait celui-ci. Eh bien, vous voyez, quand je vois le gosse qui avait été torturé et tout ça par cette crapule, je sais pas, j'étais trop jeune pour ça, mais je pense que les gens qui ont pris cette décision de lui couper les cacahuètes, c'était une bonne décision. Et là, je me range à ça. Je suis pas certain de partager votre point de vue. Non, mais je vous demande pas de la partager. Je sais que vous, déjà, par votre situation, vous la partagerez pas. Mais par contre, je vois ce que vous ne voyez pas, c'est que à l'intérieur de votre tête, il y a un tout petit neurone qui dit que j'ai raison. Mais ça, ce neurone-là, vous ne pouvez pas l'accepter. Et ce neurone-là, il sort du bois lorsque l'événement est là. Vous comprenez? C'est pour ça que on a tous une part un petit peu de violence extrême, vous croyez? Vous savez, si la civilisation, c'est pas justement de contrôler cette part de violence extrême de la... Mais je suis d'accord avec vous, mais la preuve, c'est que vous avez des gens qui ont cette capacité qui me dépasse. J'ai vu, je ne sais plus combien de procès dans ma vie. Vous pensez bien, hein, je suis un de ceux qui suis passé le plus souvent dans les cours d'assises, parce que je me suis même envoyé des affaires pour passer aux assises, pour utiliser comment on appelle ça, les tribunaux d'assises comme plateforme. Bon, eh bien, le nombre de personnes que j'ai vues, mais je suis effaré, quoi. Alors, Louis-Philippe Roubat, on pourrait passer, je crois, des heures à discuter du monde de la délinquance et de votre vie spectaculaire avec l'Odyssée dans la loi. Hein, c'est le sous-titre de votre livre, La 9e évasion. Je vous le montre à nouveau. On arrive au terme de cette émission, Louis-Philippe Roubat. On arrive au terme de cette émission. Allez, dites-moi un coup de cœur, quelque chose qui, en dehors de tout ce qu'on a pu évoquer, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous fait réagir aujourd'hui en 2025 ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire en 1 minute, allez, pour nos téléspectateurs? Quelque chose qui vous tient à cœur. Donnez-moi 3 minutes, c'est mieux. Allez, 2 minutes 50, allez. Bon, ça rejoint encore un petit peu et les hôpitaux, puisque c'est comme ça que ma vie a commencé, dans les hôpitaux, et la délinquance, et en fait tout ça. Alors les hôpitaux, il faut lire le livre, mais vous avez été gravement blessé lorsque vous étiez très très jeune. Vous empiétez sur ma minute. Oui, c'est ça, alors 3 minutes, allez. Bon, non. Aujourd'hui, j'ai un combat. Pendant le Covid, j'ai aidé j'ai une société d'électricité et j'ai beaucoup de personnes que je dépanne, que j'aide, et j'ai beaucoup de personnes qui sont seules. Et pendant la période du Covid, j'ai aidé des personnes âgées à se faire hospitaliser au Kremlin-Bicêtre, justement, et j'ai été stupéfait, en passant dans les couloirs, de voir le nombre incroyable de chambres d'hôpitaux où je voyais des écrans noirs. J'ai posé la question au service médical. Des écrans noirs, des écrans de télévision? Oui, mais noirs, sans image, sans rien. J'ai posé la question au service médical. On m'a dit oui, mais on ne peut pas parce que toutes les télévisions sont payantes. Dans les hôpitaux, oui. Alors là, depuis ce moment-là, je n'ai plus qu'une seule idée en tête. C'est faire en sorte que on est quand même un pays, on n'est pas un pays sous-développé, que je sache. Ou alors j'ai raté quelque chose. On n'y est pas encore, mais oui, sinon on n'y est pas. Et j'espère qu'on ne va pas le devenir et qu'il va y avoir des forces qui vont se lever pour éviter justement ça. Moi aussi. Je trouve inadmissible que des sociétés, que j'appelle des sociétés rapaces, requins, tout ce qu'on veut, se mettent au pied des hôpitaux pour venir piller, je dis piller la souffrance et les malades. Qu'on fasse payer aujourd'hui
le droit de regarder la télévision à une personne qui est alitée, qui est enfermée dans de la souffrance, qu'on ne lui permette pas de s'évader de cette souffrance à travers un petit feuilleton, à travers des informations, à travers... Je trouve ça inacceptable. C'est pas digne de ce pays. C'est totalement indigne. Et que, en contrepartie, et attention, je ne veux pas qu'on enlève aux uns pour donner aux autres. C'est pas mon propos. Mais c'est un constat. Lorsque vous avez, et je reprends le cas de la crapule pour prendre de l'extrême exprès, vous avez un type qui rentre en prison parce qu'il a tué une femme, parce qu'il a violé un gosse, parce qu'il a fait n'importe quoi. Et quand il arrive dans la cellule des arrivants, pour le décompresser, parce qu'il est trop stressé, parce qu'on lui permet d'avoir une télévision gratuitement à disposition. Et dans les hôpitaux, on n'a pas... Et dans les hôpitaux, quand vous avez une personne qui est âgée, qui est jeune, parce que ça touche tout le monde, les hôpitaux, eh bien cette personne-là, on la laisse crever sur son lit. Et ça, je dis non. Et je vais me battre, et je sais me battre. Et je vais essayer de fédérer le maximum de personnes à travers les réseaux sociaux, à travers partout. Et à chaque fois que je parlerai de mon livre, je parlerai de ça, pour que la télévision devienne... Ça doit être un devoir pour les hôpitaux de mettre la télévision gracieusement à disposition à tout le monde, sans qu'il y ait une bande de requins, une société privée ou je ne sais pas trop quoi, qui viennent piller la misère de ces gens. Voilà, ça c'est mon combat. Désolé si je m'emballe un peu, mais ça me fout en l'air quand je pense à ça. Merci Louis-Philippe, on sent que ça vous tient à cœur, c'est bien, on sent que ça vous tient à cœur. Mais je pense que ça devrait aussi... Mais oui, mais bien sûr. Ça devrait toucher tout le monde. Alors, c'était le coup de cœur de Louis-Philippe Roubat, le braqueur des années 70, qui est préoccupé. Et on vous comprend, c'est très sérieux. On comprend que ce soit vraiment une préoccupation parce que la souffrance des gens dans les hôpitaux, c'est quelque chose qui doit tous nous concerner. D'ailleurs, s'il y a des... Je pense que ça peut faire l'objet d'un texte de loi, c'est pourquoi pas. S'il y a des députés ou des assistants parlementaires qui nous regardent, il y a peut-être quelque chose à faire. Ça ne veut pas dire que rien n'a jamais été fait, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là. Là, rien n'a été fait. Donc, tout est à faire. Tout est à faire. Bon, voilà. S'il y a des gens qui ont quelques pouvoirs et qui regardent cette émission, il y a Alors, vous, les politiciens, là, au lieu de rien faire, mettez-vous au boulot. Là, vous avez de quoi faire. Voilà, c'est quelque chose d'important. Louis-Philippe Roubat, merci pour cette émission, merci pour ce témoignage très très fort sur la délinquance et finalement ça donne confiance à l'homme quand on vous voit parce qu'on se dit que quelqu'un qui est plutôt relativement mal parti dans la vie, c'est un euphémisme, peut se retrouver chef d'entreprise et avoir un grand cœur. Ah ben maintenant, aujourd'hui, je fais du conseil en entreprise, je fais, comment on appelle ça, du conseil aussi dans les commissariats de police ou les gendarmeries pour expliquer ce qu'était la délinquance. C'est de l'explication seulement pour dire comment c'était pour que dans les rues, ça ne devienne pas des, comment on appelle ça, des champs de bataille, quoi. Alors si tout le monde pouvait comprendre un petit peu que, bon, il faudrait remettre un petit peu je sais pas, un peu d'eau dans le vin, ça serait pas mal, quoi. Si on veut. Louis-Philippe Roubat, merci pour cette émission, merci pour ce témoignage très fort. Je rappelle votre ouvrage. Le premier, le tome 1, Racine, d'une longue série, puisque je crois qu'il y a 7 ou 8 tomes qui sont prévus. La 9e évasion de Louis-Philippe Roubat. Témoignage très fort sur... Alors, le premier tome, c'est sur l'enfance de Louis-Philippe Roubat. Merci pour cette émission, merci pour votre témoignage très très fort et je vous dis à bientôt. Je vous remercie et c'est moi qui vous remercie du fond du cœur d'avoir eu la gentillesse de me recevoir et de pouvoir débattre avec vous. C'était un plaisir.